Pauvre Mohammed Ben Nayef, ce neveu du roi Salman, se voyait déjà sur le trône de la pétromonarchie. C'était sans compter sur ce coup de sabre dans la gérontocratie saoudienne le 22 juin dernier. MBS, Mohammed Ben Salman, le fils chouchou du vieux monarque, allait devenir le numéro 2 du royaume et donc le futur roi de l'Arabie saoudite. On est ensemble pour une bonne demi-heure pour essayer de mieux comprendre le profil de ce nouvel homme fort. Pour nous éclairer ce soir, Fatiha Deni Azi, politologue, bonsoir à vous. Vous êtes spécialiste des monarchies de la péninsule arabique, chercheur à l'IRSEM, auteur de l'Arabie saoudite en 100 questions chez Talendier. À vos côtés, Olivier Dallage, bonsoir à vous également, rédacteur en chef à RFI, spécialiste du Golfe, auteur entre autres de Géopolitique de l'Arabie saoudite aux éditions Complexes. On vous retrouve tout de suite après ce portrait. Il est signé ce soir, Johanna Bader. Mohammed Ben Salman, prince héritier, est le nouvel homme fort du royaume d'Arabie saoudite. Visionnaire pour les uns, despote pour les autres, l'ascension fulgurante du dénommé MBS bouscule la société saoudienne. Propulsé le 21 juin dernier par son père, le roi Salman, pour lui succéder, MBS bouleverse les codes de son pays. À 32 ans, le plus inexpérimenté des prétendants au trône brise l'ordre dynastique qui prévoit depuis 1933 la transmission du pouvoir entre frères. À la tête des principaux leviers du gouvernement, ministre de la Défense et président du Conseil économique, le jeune prince héritier lance le royaume dans une série de réformes chocs. Après l'autorisation de conduire accordée aux femmes, MBS affirme vouloir en finir avec l'extrémisme religieux. Nous ne ferons que retourner à un islam modéré, tolérant et ouvert sur le monde et sur toutes les autres religions. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans et honnêtement, nous ne gaspillerons pas 30 autres années avant de traiter avec les idées extrémistes. Nous allons les détruire aujourd'hui et immédiatement. Une annonce qui, dans le bastion de l'islam rigoriste, secoue les milieux conservateurs. En quête de légitimité sur les scènes intérieures et internationales, MBS cherche à consolider son pouvoir. Une quête de légitimité au prix d'une purge sans précédent dans les rangs des personnalités politiques et économiques les plus influentes du royaume. Objectif affiché, assainir un régime miné par la corruption. L'impétueux héritier réorganise à grands coups la société saoudienne autour des principes d'ouverture et de modernité. Depuis un an, le prince a engagé l'Arabie saoudite dans ce qu'il appelle sa révolution thatchérienne. Son ambition, avec la baisse des cours du pétrole, sortir la pétromonarchie de l'économie rentière. Nous avons tous une dépendance maladive vis-à-vis du pétrole en Arabie saoudite, ce qui est dangereux. Cela a entravé le développement de plusieurs secteurs ces dernières années. Un séisme pour le premier exportateur mondial de pétrole qui assure pouvoir vivre sans le pétrole dès 2020. À 32 ans, le fils préféré du roi Salman veut transformer le modèle social et économique de son pays et concentre l'essentiel des pouvoirs opérationnels. Une situation sans précédent dans le royaume d'Ibn Saoud. Un exécutif resserré qui fait craindre à certains une gouvernance autocratique du pays. Mohammed Ben Salman, nouvelle figure de la couronne saoudienne, dessinera-t-il le nouveau visage de l'Arabie saoudite ? Fatiha Deni Azi, en rompant avec la tradition, en nommant un jeune novice à la tête du royaume, finalement le véritable réformateur, c'est pas le fils, c'est le père. Exactement. Dans votre reportage, l'accent est mis sur le fait que c'est le jeune MBS qui révolutionne tout, mais c'est pas le cas. C'est son père, le roi Salman, qui a fait en sorte que son fils devienne son dauphin. Rien n'aurait jamais pu se faire sans le choix du roi Salman, qui met fin donc à une gouvernance classique El Saoud, qui était basée sur la collégialité du pouvoir entre des grands fiefs princiers. Il a bouleversé les choses en donc privilégiant son ascendance à lui et celui qu'on attendait le moins, son fils Mohammed Ben Salman, son fils favori, car il croit en son charisme, en sa capacité, comme l'avait le roi fondateur Ibn Saoud, à transformer le royaume, mais à le transformer pour qu'il rentre dans l'ère du XXIe siècle. Il est convaincu de sa capacité. Ça veut dire que Ben Nayef n'était pas jugé assez charismatique pour prendre le relais ? Pas assez charismatique, et surtout plutôt la frange assez consensuelle et conservatrice. Si vous voulez, Mohammed Ben Nayef, je considère qu'il était la colonne vertébrale du système monarchique, en ce sens qu'il contrôlait tout l'appareil sécuritaire intérieur en Arabie saoudite, ce qui était énorme.
Donc je ne vous cache pas que j'ai été moi-même surprise de voir que les choses se feraient aussi facilement après le 22 juin 2017, lorsque le roi Salman a décidé d'une révolution de palais, hein, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, en privilégiant donc son fils préféré pour les fonctions de futur monarque. Olivier Dallage, avec ce train de réforme en cours, est-ce que MBS est en train de faire ce que les printemps arabes n'ont pas réussi à faire ? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Je ne suis pas sûr que les printemps arabes visaient à obtenir ce type de régime. A priori, dans tous les pays où ils se sont manifestés, c'était plutôt pour obtenir davantage de liberté, de participation. On voit quand même de la croissance, des libertés individuelles, on en voit quand même. Hein, réouverture des salles de cinéma, reprise des spectacles, les femmes au volant, on le disait. Donc il y a une forme de libéralisation. On ne peut pas en faire impasse. Non, on ne fait pas l'impasse, c'est un changement très significatif, mais qui est strictement limité à ces modifications que vous venez d'introduire. Il est hors de question d'introduire une liberté d'expression, et d'ailleurs, il y a eu toute une série de vagues d'arrestations frappant tous les milieux qui pouvaient soit contester le prince, soit susceptibles de le faire à l'avenir, au cours de l'année écoulée, et de ce point de vue-là, rien ne permet de penser qu'il va y avoir une ouverture. Fathia Deniazi, vouloir le comparer MBS à un Gorbatchev arabe, puisque c'est le titre de cette émission, ce serait outrancier selon vous ? En tout cas, j'imagine que le prince MBS n'aimerait pas être comparé à Gorbatchev parce que la chute a été brutale pour Gorbatchev. Vous savez, tous les changements qui sont en cours, parce qu'il y en a, hein, c'est le fait d'instiller ces mesures libérales, effectivement, le droit de conduite aux femmes, plus de mixité dans les espaces publics, la réduction du rôle de la police des mœurs, de la police religieuse en matière de contrôle social. Tout cela, en fait, était en débat depuis une quinzaine d'années et avait été quand même à l'initiative de la volonté réformatrice du roi Abdallah. Hein. Cela n'a pas pu se faire à cause justement de la structure du pouvoir al-Saoud qui était constituée de divers fiefs princiers. Et à chaque fois que le roi Abdallah initiait ou voulait effectivement aboutir à des réformes, vous aviez soit son demi-frère, le prince sultan, qui était ministre de la Défense, soit le prince Naïef, qui était le ministre de l'Intérieur, qui s'opposaient à ce type de réforme. D'où le statu quo et l'immobilisme. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, le jeune prince, aidé par son père, parce qu'il est très important d'avoir en tête que le roi Salman ne fait pas simplement de la figuration, contrairement à ce qu'on entend beaucoup. Le roi Salman est à l'origine de tous ces changements et c'est un des membres de la famille royale qui est classiquement connu pour avoir énormément de personnalité et être quelqu'un qui a énormément d'influence au sein de la famille royale et parmi le clergé religieux le plus conservateur. C'est pourquoi son fils a carte blanche et a toute l'attitude à effectivement libéraliser à prendre des mesures pour libéraliser un peu la société, un peu bien sûr, parce que cette libéralisation, elle vient du haut vers le bas, c'est pas du bas vers le haut. Donc le terme printemps saoudien, moi je le conteste totalement. Ça ne vient pas de la société. C'est une volonté réformatrice qui vient du haut, qui est assez autoritaire et qui correspond également à des attentes du peuple saoudien, de la jeunesse. Absolument. C'est pourquoi MBS est extrêmement populaire en Arabie Saoudite. J'étais en Arabie au mois de décembre et je peux l'attester. Alors on va en parler dans une minute. Olivier Dallage, avec la grande purge, MBS a dû se faire pas mal d'ennemis parmi les élites saoudiennes. Est-ce qu'il peut y avoir, à la mort du roi par exemple, le plus tard possible, espérons-le pour lui, un retour de bâton ? Bien sûr, c'est tout à fait possible. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu'il est possible que le roi abdique en sa faveur, ce qui permettrait, en étant toujours là
en arrière-plan, mais présent et vivant, de conserver cette aura dont parlait Fatiha Daziani il y a quelques instants, et d'accompagner les premiers pas du nouveau roi sans avoir disparu. Parce qu'une fois le roi Salman et son pouvoir et son influence et l'estime réelle qui lui est portée au sein de la famille royale et dans le pays disparu, Mohammed Ben Salman se retrouve tout seul. Et en effet, il s'est fait beaucoup d'ennemis au sein de la famille, dans la communauté des affaires. Je ne parle même pas, on en parlera peut-être des dossiers dans lesquels il s'est lancé au Yémen, au Qatar, avec l'Iran, au Liban, etc. Oui, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, quelle que soit sa capacité de travail et sa détermination. Donc oui, il a beaucoup d'ennemis. Il est un petit peu seul. Certes, il a le soutien de la jeunesse, mais dans les luttes d'appareil au sein de factions au sein de la famille royale, le moment venu, ça ne pèsera pas suffisamment peut-être. Alors, Léa Berdugo, l'une des grandes réformes de MBS, c'est ce plan Vision 2030. Vous nous présentez le chiffre du jour. Oui, alors Vision 2030, c'est un programme de restructuration qui vise à réduire la dépendance du pays au pétrole. Alors aujourd'hui, 90% des recettes publiques du pays proviennent de l'or noir. Alors Fatiha Deniazi, est-ce que vouloir préparer l'Arabie Saoudite à l'après-pétrole, est-ce que c'est une promesse tenable ? Les revenus ne correspondent qu'à 75% des revenus pétroliers. Parce que le prix du pétrole a énormément chuté. La vision 2030, il faut la prendre à plusieurs étapes. Il y a l'étape ultra-communicationnelle, propagandiste, qui a pris beaucoup de place. Et puis, vous avez le 2030 pour marquer les esprits. Je pense qu'effectivement, les chiffres, les ambitions affichées sont absolument pas tenables. Mais l'essentiel pour le nouveau leadership saoudien, c'est de marquer les esprits avec des phrases aussi chocs que celles qu'a prononcées notamment le prince héritier quand il a présenté cette vision 2030 lors de son interview à The Economist, c'était en janvier 2016. Et à l'époque, il disait qu'il faut sortir effectivement de cette dépendance de l'économie pétrolière. Le royaume a beaucoup d'atouts. On n'a pas su jusqu'à présent... on n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout pour des efforts. Et aujourd'hui, son ambition est d'accorder au secteur privé beaucoup plus d'importance et de faire du secteur privé un vrai secteur privé. Parce que jusqu'à présent, le secteur privé est totalement dépendant des contrats de l'État et donc est un secteur privé tout à fait chimérique. Et c'est pourquoi, lorsque les prix du pétrole se sont effondrés, beaucoup de sociétés également se sont effondrées. Et donc, il y a toute une volonté dans 2030 de faire en sorte de redistribuer un peu la richesse et de, si vous voulez, casser beaucoup de grands groupes qui ont bénéficié de ces contrats d'État, notamment le groupe Ben Laden, qui est quand même aujourd'hui l'un des anciens groupes familiaux les plus importants, et qui est en délicatesse, ou le groupe OG du Premier ministre libanais, qui a également la nationalité saoudienne, avec son partenaire Abdelaziz Ben Fahd. Donc il y a une volonté, avec toutes les nouvelles niches économiques du type économie des services, nouvelles start-up, économie digitalisée, toute une profusion de nouvelles autorités publiques, l'autorité des divertissements, des sports, du tourisme, du patrimoine archéologique, etc., qui était quand même jusqu'à présent interdit, parce que c'était un héritage pré-islamique. Aujourd'hui, vous avez toutes ces niches qui font que ça pourrait donner évidemment du travail aux Saoudiens, et c'est également pour recréer un nouveau écosystème. Donc, c'est vrai que le prince héritier est aujourd'hui en délicatesse avec une partie de l'élite al-Saoud, notamment le cercle princier, et avec les grands groupes d'affaires, mais sa volonté est de recréer des clientèles, non seulement au sein du cercle al-Saoud, avec la troisième génération des princes, d'où l'éviction de la vieille garde et beaucoup de nominations parmi les ministres, parmi les gouverneurs ou les vice-gouverneurs, de jeunes al-Saoud trentenaires, et parmi la communauté d'affaires, d'ouvrir à de nouveaux entrepreneurs. C'est le pari et l'ambition de Mohammed Ben Salman. Donc 2030, ce n'est pas simplement de la propagande, mais c'est un vrai nouveau projet
entre guillemets, de nouvelles nations saoudiennes. Alors, on vient de dresser le bilan intermédiaire, en tout cas d'MBS, sur le plan intérieur, mais hyper actif. Le prince héritier l'est tout autant sur le plan diplomatique. Syrie, Qatar, ingérence libanaise, guerre au Yémen. Retour en image sur les aventures saoudiennes au Moyen-Orient avec Johanna Binder. Un hôtel 5 étoiles à Riyad transformé en prison. À la tête de la nouvelle commission anticorruption, Mohammed Ben Salman met en garde ses opposants. Dans sa marche vers le pouvoir suprême, le prince héritier élimine les ennemis présumés venus de l'intérieur. Mais des ennemis, MBS en compte aussi en dehors du royaume. En mars 2015, Ben Salman prend la tête de la coalition arabe au Yémen pour combattre la rébellion Houthi, soutenue par l'Iran. Une offensive militaire qui se solde par une crise humanitaire sans précédent et une dizaine de milliers de morts. Un fiasco qui ne freine pas l'infatigable volonté du prince héritier d'asseoir son leadership régional. En juin 2017, aux côtés des Émirats arabes unis, du Bahreïn et de l'Égypte, l'Arabie saoudite forme une nouvelle coalition contre le Qatar, accusé de prêter main forte au terrorisme. Face au blocus imposé par son voisin du Golfe, l'émirat Ghazi a dû trouver de nouveaux soutiens et de nouvelles sources d'approvisionnement. Cette crise a eu un court effet sur le domaine de la sécurité alimentaire, mais nous sommes assez flexibles et assez organisés pour trouver d'autres moyens de subvenir aux besoins de la population. Le 24 août dernier, le Qatar a annoncé le retour de son ambassadeur en Iran et le rétablissement de relations diplomatiques totales avec Téhéran. L'Iran, ennemi privilégié de Mohammed Ben Salman, avec lequel Riyad a rompu toute relation diplomatique depuis presque 2 ans. Les ruptures, MBS les aime. Dernière volte-face de la diplomatie saoudienne, le rapprochement discret autour de l'ennemi iranien entre l'Arabie saoudite et Israël, avec qui le royaume n'entretenait jusqu'ici aucune relation officielle. Malgré des soutiens appuyés sur la scène internationale, adoubés par Donald Trump en mars dernier, MBS peine à s'imposer sur tous les fronts diplomatiques, ouverts depuis son entrée dans le paysage politique saoudien. Dernière tension avec l'Iran, l'Arabie saoudite accuse la République islamique d'avoir tiré un missile depuis le Yémen vers Riyad. L'Arabie saoudite ne restera pas les bras croisés face aux agressions de l'Iran et n'épargnera aucun effort pour défendre sa sécurité nationale afin de protéger son peuple. Le missile a été intercepté, la crise diplomatique, elle, continue de s'intensifier. Si Dieu le veut, la frontière saoudienne restera un cimetière pour ceux qui tentent de la pénétrer au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Autre otage de la lutte d'influence dans la région entre l'Iran et l'Arabie saoudite, le Liban. Riyad est accusé d'être derrière la démission de l'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri annoncée en octobre dernier. Objectif présumé du royaume saoudien, déstabiliser le gouvernement libanais et faire pression sur le Hezbollah, allié indéfectible de l'Iran. En moins de 3 ans, le nouveau prince héritier du royaume d'Arabie saoudite s'est déjà fait un nom sur la scène diplomatique. Le prince du chaos parle de son pays à la première personne. Le dauphin conquérant qui se prépare à gouverner le royaume des Saouds pour les 50 prochaines années, résistera-t-il aux tempêtes qui ébranlent encore et toujours le Moyen-Orient ? Olivier Dallage, une réaction à l'éditorial de votre collègue du Monde, l'éditorialiste Alain Frachon, qui décrit MBS comme une sorte de Rambo en djellaba noir brodé d'or. C'est un jugement sévère ? C'est une formule, mais j'ai lu l'article et il a raison. C'est-à-dire que dans tout ce qu'il a tenté à l'extérieur, pour l'instant, les résultats positifs sont égaux à 0. Au Yémen, à part le nombre de morts et de blessés et de victimes du choléra et d'autres maladies, il n'y a aucun gain d'ordre stratégique pour l'Arabie saoudite. Le Qatar, certes, connaît des difficultés, mais il a les poches profondes. Et quand vous utilisez un marteau-pilon pour écraser une mouche et que la mouche est toujours vivante plusieurs mois après, c'est la mouche qui apparaît comme vainqueur. Le kidnapping du Premier ministre libanais, car c'en était un, s'est soldé en réalité par un renforcement peut-être temporaire, mais pour le moment, de l'aura du Hezbollah en Iran, de la popularité de Saad Hariri et de la solidité du gouvernement libanais. Ça durera ce que ça durera, mais l'objectif a totalement échoué. Donc on ne voit pas très bien où tout ça va, sauf que ça a un point commun, c'est effectivement l'accusation portée contre l'Iran de déstabiliser la région, mais puisqu'on parlait de missiles, il me semble qu'il y a beaucoup plus de missiles saoudiens qui tombent sur le Yémen que l'inverse. Et ce qu'on reproche au Qatar, à savoir avoir des liens avec l'Iran, il me semble que ça peut s'appliquer aux Émirats arabes unis, et notamment à Dubaï, qui pourtant ont partie liée avec l'Arabie saoudite dans la stratégie régionale. Donc je ne vois pas très bien où tout cela va. Fathia Denziani, vous partagez
Vous partagez l'opinion d'Olivier Dallage sur ce point? Il parle de kidnapping sur la scène himalaise. Vous parlez là aussi d'un échec? Non, moi, sur le mot kidnapping, c'est un peu galvaudé quand même. Hariri a été effectivement appréhendé par les autorités saoudiennes, mais en tant que saoudien, pas en tant que Premier ministre libanais. Il est quand même Premier ministre libanais. Oui, mais je termine. Sur des affaires de corruption, sur sa société, notamment Saoudi OG, et les commissions qu'il y a eu. Alors que, effectivement, les Saoudiens aient utilisé la grande faiblesse d'Hariri en faisant pression sur lui pour qu'il annonce sa démission depuis Riyad, effectivement, c'est un fait. Alors Fathia Daziani, je vous coupe quelques secondes parce qu'on est obligé de marquer une courte pause, on se retrouve dans une petite minute. La suite du Magorien consacré ce soir à la nouvelle politique de l'Arabie Saoudite et de son nouvel homme fort, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Fathia Daziani, la parole est à vous. On reprend là où on s'était arrêté. Le bilan diplomatique, vous aviez l'air beaucoup plus nuancé que votre voisin. Non, sur le plan diplomatique, bien sûr, la stratégie, la cohérence régionale, on ne la comprend pas tellement, hein, c'est clair. Mais il faut voir que cette rupture stratégique d'une diplomatie saoudienne ultra-interventionniste, elle était déjà là sous le roi Abdallah. Hein. C'est le roi Abdallah qui a décidé, avec les Émiratis, d'intervenir à Bahreïn pour aider la dynastie Al-Khalifa en mars 2011 et aider le pouvoir bahreïni à mater la contestation dominée par la communauté chiite à Bahreïn. C'est sous le roi Abdallah également que le royaume a décidé d'être plus interventionniste en ce qui concerne le terrain syrien. Ouais. Sur la guerre au Yémen, je suis convaincue que le roi Abdallah aurait également lancé cette guerre parce un pouvoir dominé par des Houthis, les rebelles zaïdites, qui se sont visiblement plus chiitisés et qui s'organisent tel le modèle du Hezbollah en milice et en parti politique, puisqu'ils sont également appelés Ansar Allah. Pour les Saoudiens, pour le leadership, quel qu'il soit, c'est inacceptable. Donc, évidemment, cette guerre est un fiasco pour les Saoudiens. Sur le plan de la réputation de l'Arabie saoudite, l'image est effroyable parce que c'est le plus riche État du monde arabo-musulman qui s'attaque aux plus pauvres. La population yéménite est à bien des égards très semblable à la population, et c'est la même d'ailleurs, du sud du royaume d'Arabie saoudite. Et c'est un conflit. Les avancées en matière de cette guerre ne sont pas très concluantes. Et on rappelle que l'opération qui s'appelait Tempête décisive, pour l'instant rien de très décisif au Yémen. C'est un conflit qui coûte cher, hein, 7 milliards de dollars par mois. 7 milliards de dollars par mois. Alors qu'on sucre les subventions aux Saoudiens sur l'eau, sur l'électricité, entrée en vigueur lundi dernier de la TVA. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la popularité du prince héritier? Alors exactement, c'est vrai que cette incohérence fait que la population, effectivement, ne comprend pas toujours. Mais lorsque, effectivement, les autorités vous expliquent qu'un missile de fabrication iranienne frappe Riyad, il est évident que les Saoudiens ne voient pas ça non plus d'un bon œil. Donc, en la matière, ça ne change pas tellement la donne. Mais c'est vrai que cette guerre n'est pas populaire, c'est clair, en Arabie Saoudite. Les gens s'expriment assez peu sur la guerre au Yémen, mais évidemment, cet enlisement, le coût de cette guerre et le fait que les Saoudiens aujourd'hui sont soumis à des taxes et à la TVA depuis quelques jours, ça peut avoir bien sûr des conséquences. Et il est clair que le leadership saoudien est pressé d'en finir avec cette guerre. Mais il est piégé. Il est piégé dans cette guerre avec les Émiratis, qui sont leurs principaux alliés dans cette coalition au Yémen, et qui n'ont pas toujours, en plus de ça, les mêmes objectifs stratégiques. Mais depuis la mort de Ali Abdallah Saleh, l'objectif des Saoudiens est d'isoler au maximum les Houthis et d'être honnêtement jusqu'au boutiste. Hein. C'est pour ça qu'on voit encore plus de bombardements qu'avant au Yémen, et parce que le leadership saoudien ne peut pas s'arrêter comme ça au milieu du gué et ne pas obtenir des résultats, notamment que les Houthis
soient chassés de Sanaa, la capitale du Yémen. Ça, c'est clair qu'en l'état, ils ne peuvent pas. Et les Saoudiens continueront à le faire avec d'autant plus d'aisance que les Occidentaux ont l'air bien silencieux sur cette question. Olivier Dallage, le rapprochement avec Israël, c'est autre chose que de la réelle politique pour contrer l'ennemi commun, l'Iran, ou est-ce qu'il y a une réelle ouverture qui s'annonce, peut-être une normalisation ? Non, la normalisation, il ne faut pas y penser pour un avenir prévisible. Réel politique, très certainement. Il y avait eu des contacts. Un général saoudien à la retraite avait tenu une conférence absolument, à Washington, dans un think tank américain avec Dory Gold. À Washington, absolument. Et il se murmure même que MBS aurait été à Jérusalem cet été. Tant qu'on n'en a pas la preuve, on oubliera ce murmure. Mais la volonté est sans doute là, mais elle ne va quand même pas jusqu'au bout, ou en tout cas jusqu'où le souhaiteraient les Israéliens. Par exemple, on a bien vu au vote qui a eu lieu aux Nations Unies sur la question de Jérusalem, les Saoudiens ont voté comme ils le faisaient précédemment. Et on a vu ce concours d'échecs aussi, concours d'échecs international, auquel n'ont pas été conviés les joueurs d'échecs israéliens. Exactement. Donc il y a quand même une limite à cette ouverture, et je pense que tout aventureux qu'il soit et impétueux, le prince héritier saoudien a compris qu'il y a certaines lignes à ne pas franchir tant qu'il n'est pas assuré de pouvoir y rester. Alors cette nouvelle idylle, Léa... Quand je dis y rester, je veux dire y demeurer. Absolument. Cette nouvelle idylle, Léa, entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite, n'empêche pas les Saoudiens de vouloir peser sur le processus de paix, mais avec là encore un style très particulier. Un style MBS, on va dire. Oui, en tout cas, un style différent de ce qu'on a pu voir par le passé. Par exemple, en 2002, avec l'initiative de paix arabe présentée par l'Arabie saoudite, elle promettait un État palestinien sur les frontières de 67 en échange de la reconnaissance d'Israël. Alors aujourd'hui, ce ne sont que des rumeurs, mais selon le Middle East Eye, MBS aurait tenté de persuader Mahmoud Abbas de suivre le plan des États-Unis. Des rumeurs qui interviennent au même moment que les menaces de Donald Trump de couper les vivres aux Palestiniens. Alors Fathia Dazieni, est-ce que c'est une coïncidence aujourd'hui ? Écoutez, comme vous le dites, ce ne sont que des rumeurs et ce sont surtout les médias et le pouvoir israélien qui communiquent là-dessus. Moi, j'étais en Arabie Saoudite pendant 15 jours au mois de décembre. Je peux vous dire que ce type de rumeurs, les gens s'en amusent. Donc, quand on entend le chef d'état-major s'exprimer, quand on entend le chef d'état-major israélien Gadi Eisenkot s'exprimer dans un journal mainstream saoudien, c'est pas rien. Non, mais bien sûr, qu'il y ait des rapprochements informels, des rencontres, comme c'est le cas avec les Émirats arabes unis ou le Bahreïn, il y a très honnêtement une réelle politique qui fait qu'aujourd'hui, en plus de cela, les convergences de vues par rapport à l'hostilité au régime iranien, que ce soit de la part des Saoudiens, des Émiratis, des Israéliens, ne fait aucun doute, c'est vrai. Par ailleurs, on a un prince héritier qui aujourd'hui n'est pas, si vous voulez, nourri par l'idéologie. C'est un pragmatique, c'est quelqu'un qui a le sens du business, c'est un entrepreneur. Et donc, sa vision du monde, c'est beaucoup plus, voilà, un Orient pacifié en termes de business et de relations business. D'où, effectivement, ces projets NEOM, etc., qui sont pas très loin des frontières israélo-égyptiennes et jordaniennes, etc., où certaines start-up israéliennes pourraient tout à fait être conviées à travailler. Donc, c'est sur ce plan-là. Maintenant, sur le plan de Jérusalem et de la question symbolique de la Palestine, là, je partage l'avis d'Olivier. Je ne vois pas comment l'Arabie saoudite pourrait changer de cap, à moins d'être déstabilisé profondément, parce que ça, c'est quelque chose qui passerait absolument pas en Arabie saoudite. Et le roi Salman, c'est celui qui maintient le cap quand même. C'est celui qui a... c'est le pays, l'Arabie saoudite, dans le monde musulman, et pas simplement arabe, qui a toujours été le premier financier de la question palestinienne. Olivier Dallage. Pas. Et la question de Jérusalem est très symbolique également. Olivier Dallage, ce sera le mot de la fin. Un mot sur le Qatar. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les sanctions sur le Qatar qui n'ont pas eu les effets escomptés finalement. Au lieu d'éloigner le petit émirat du giron iranien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Non, pas vraiment. Le Qatar garde de bonnes relations avec l'Iran, mais pas davantage. Ça n'en fait pas un allié de l'Iran. Et comment pourrait-il en aller autrement alors que tous les deux se partagent une nappe de gaz sous-marine, 60% pour le Qatar, 40% pour l'Iran. Jamais le Qatar ne pourra se permettre d'être hostile à l'Iran, mais ça ne veut pas dire qu'il devient un allié des Iraniens.
Fatia Dazieni, Olivier Dallage, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous apporter cet éclairage sur le nouvel homme fort de l'Arabie Saoudite, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Merci à tous les deux.